Séance du 19 avril 2022, deuxième partie, toujours consacrée à la défense de Descartes et plus précisément ici à la défense de cette méthode, de cette démarche, de cette attitude théorique qui caractérise de façon tout à fait certaine la physique cartésienne et qu'on appelle réductionnisme. Je précise, je rappelle, puisque je l'ai dit dans la première partie, que cette démarche et cette posture réductionniste ne peut évidemment concerner que la science de la matière aux yeux de Descartes. Cette réalité qu'est l'homme, union de l'âme et d'un corps, échappe pour une large part à la démarche, à l'attitude et à la méthode réductionniste dans la mesure où l'âme humaine, l'esprit, relève d'un type de connaissance qui ne saurait être celui qu'on applique à la matière. Néanmoins, la réalité humaine consistant dans l'union intime d'une âme et d'un corps, ce corps lui-même étant une réalité physique, matérielle, obéissant aux lois de la matière en général, eh bien, cette science des corps continue d'avoir sa pertinence aussi à ce point de vue pour l'étude de l'humain, même si, aux yeux de Descartes, cette pertinence est limitée. On verra d'ailleurs, on verrait si l'on étudiait la façon dont les choses ont évolué ultérieurement, que certains ont cru possible et que certains croient toujours aujourd'hui possible d'appliquer cette démarche réductionniste non seulement au corps humain, mais à l'esprit lui-même. Mais c'est une autre histoire que je n'ai pas l'intention d'aborder ici. Une assez bonne formulation de cette méthode réductionniste a été proposée par un physicien français du début du XXe siècle qui s'appelait Paul Langevin et qui avait écrit ceci, je crois qu'il l'écrit dans un ouvrage consacré aux atomes, qui écrit ceci, que la science consiste à expliquer du visible compliqué par de l'invisible simple. Voilà, ce serait le cœur de la démarche scientifique, expliquer du visible compliqué par de l'invisible simple. On comprend ce que cela signifie à partir d'un certain nombre des exemples que j'ai cités précédemment. Si par exemple vous pensez à la structure des cristaux, les cristaux qui sont, vous le savez, parmi les objets les plus remarquables du monde minéral, au point de vue en particulier esthétique, et je vous invite à visiter chaque fois que l'occasion s'en présentera les musées ou les expositions qui en présentent, parce que, à mon avis, les cristaux constituent certains des exemples les plus extraordinaires de beauté que la nature peut fournir. Je vous invite à visiter par exemple à Paris, si vous en avez l'occasion, si vous y passez. Ça n'est pas une exposition immense, ça ne vous prendra pas beaucoup plus de peut-être 2 ou 3 heures. L'exposition de minéraux située à la faculté de Jussieu. Vous pouvez aussi visiter, si vous y passez, le musée de Chamonix qui possède des exemplaires absolument extraordinaires de cristaux, cristaux dont la montagne environnante est largement pourvue. Eh bien, un cristal avec sa forme géométrique particulière, le cristal de quartz pyramidal que vous connaissez, enfin il n'est pas exactement pyramidal, mais il présente une forme en pointe avec des côtés rectilignes. Donc ce cristal de quartz ou le cristal, par exemple, de sel qui est cubique, comme celui du plomb, par exemple, eh bien un cristal a une forme géométrique macroscopique dans la taille de ce que vous voyez, qui s'explique par la répétition un très grand nombre de fois d'une cellule microscopique. J'entends par cellule ici une petite structure géométriquement régulière qui, à l'échelle microscopique se répétant, procure à l'objet à l'échelle macroscopique sa figure, sa forme, sa structure si remarquable. Eh bien, nous avons là un exemple d'explication du visible compliqué par de l'invisible simple. Remarquez, le visible ici n'est pas très compliqué, mais ce qui est compliqué, c'est de comprendre pourquoi une structure comme celle d'un cristal peut se former dans de la matière massive. J'aurais d'ailleurs d'autres exemples. Si vous reprenez l'exemple de l'eau, l'eau est une
chose compliquée en ce sens qu'elle se présente sous forme successivement de liquide, solide, gazeuse, sous forme de pluie, sous forme de neige, sous forme de grêle, etc. Elle est compliquée en ce sens-là, elle est simple au sens où sa formule chimique se réduit à H2O, 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Alors, il faut évidemment prendre avec précaution ces notions de simplicité et de complexité. Lorsqu'on explique aujourd'hui, par exemple, dans les neurosciences, des phénomènes psychiques, par exemple, des phénomènes relevant de la perception ou de la sensation ou des émotions ou des pathologies psychiques. Lorsqu'on explique ces phénomènes de nature psychique, qui concernent donc l'esprit, par le fonctionnement ou par le dysfonctionnement de structures cellulaires dans le cerveau, de structures neuronales, en un sens, il n'est plus très approprié de dire qu'on explique du visible compliqué par de l'invisible simple, puisque ce qu'on explique est plus simple que ce dont on se sert pour expliquer. Parce qu'après tout, si par exemple vous expliquez la douleur qui se produit lorsque vous, par exemple, lorsque fouillant dans une boîte, vous piquez par mégarde à une épingle, l'aiguille. Bon, la douleur est un phénomène d'une parfaite simplicité. Vous ne pouvez pas décomposer cette douleur, vous ne pouvez pas l'analyser, elle se présente comme un objet psychique d'une parfaite clarté, mais dans lequel vous ne pouvez pas faire de distinction. Vous pouvez commencer à faire des distinctions dans une souffrance complexe, par exemple une souffrance psychique liée à un deuil ou à une séparation. Vous pouvez l'analyser, la décomposer en ses parties. Certaines douleurs se prêtent également jusqu'à un certain point à une telle décomposition, mais la plupart du temps, une rage de dents par exemple, c'est totalement indécomposable, c'est du simple au sens originel du terme, c'est-à-dire c'est du simple au sens où c'est du non composé à partir d'éléments. Eh bien, lorsque vous expliquez une douleur par l'activation de certaines structures neuronales dans certaines parties du cerveau, ce à quoi vous faites référence pour expliquer, à savoir ces réseaux neuronaux, sont quelque chose de beaucoup plus compliqué, de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus composé que la douleur elle-même. Et donc, je rappelle ici ce qu'il faut entendre par compliqué et par simple. Il faut entendre ce que Auguste Comte mettait sous les adjectifs de supérieur et d'inférieur, à savoir le particulier et le général. Et assez souvent, mais pas toujours, le tout et ses constituants, le tout et ses composants. Alors, bien entendu, si on a tenu rigueur à Descartes de cette façon réductionniste de considérer la réalité, c'est parce que nous trouvons un héritage, un prolongement de ce réductionnisme dans, comme je l'ai dit, un très grand nombre d'aspects de la science contemporaine. Et en particulier, parce qu'au fond, c'est le plus souvent cet aspect-là qui est pris en compte, qui est visé, qui est dans le collimateur, lorsqu'on s'en prend au réductionnisme, dans la façon dont Descartes conçoit la vie, par exemple. La conception cartésienne du monde organique, du monde vivant, est une conception typiquement réductionniste au sens où Descartes déclare possible, au moins en principe, même s'il ne livre pas lui-même les explications souhaitées, Descartes déclare dans le principe au moins possible d'expliquer par des mouvements de parties de matière tous les phénomènes organiques, jusque et y compris ceux qui semblent constituer le défi le plus redoutable pour une explication de ce type. Par exemple, la reproduction, ce qu'on appelle à l'époque la génération des êtres vivants, la reproduction et le développement de l'embryon. Eh bien, Descartes dit « Je me fais fort de rendre compte du développement d'un embryon en termes exclusivement mécanistes, sans avoir à recourir, par exemple, à aucun principe de finalité, comme on a cru longtemps être contraint de le faire pour rendre compte d'un phénomène aussi complexe que l'embryogénèse, qui, comme je l'ai dit dans la première partie de cette séance, un phénomène qui consiste dans la production d'un organisme hautement différencié et hautement intégré, hautement organisé, comme son nom l'indique, à partir de ce constituant premier
qu'est la fusion de deux cellules, de deux gamètes. Et donc, en effet, la conception cartésienne du vivant est totalement réductionniste. Sa conception de l'homme ne l'est pas totalement, je l'ai dit, parce que l'esprit échappe à la démarche réductionniste. L'esprit entrera dans les ambitions du réductionnisme lorsque, par exemple, au siècle suivant, des penseurs matérialistes comme Lamétrie ou comme d'Holbach tenteront de produire au moins les conditions de possibilité de la compréhension de l'esprit par des voies qui sont les voies de la compréhension de la nature matérielle, de la nature physique, c'est-à-dire des voies, si vous voulez, mécaniques. Il est évident que cette physique cartésienne qui nous parle de petites parties de la matière divisibles à l'infini et qui rendent compte par des pressions ou par des chocs de tous les phénomènes existants dans l'univers matériel, il est évident que cette physique est de type réductionniste. D'ailleurs, en la proposant, Descartes ne fait que, au fond, revivifier, réactualiser ou ressusciter une intuition qui est beaucoup plus ancienne, puisqu'on la trouve déjà chez les atomistes de l'Antiquité, chez ces penseurs, chez ces philosophes, à une époque où la philosophie ne se distingue pas de ce qu'on appelle aujourd'hui la science, ces philosophes qui tentent de produire une théorie générale et même une théorie universelle de la réalité du monde physique et du monde mental, par conséquent du monde humain, du monde vivant, du monde mental, du monde psychique et du monde humain, et qu'on appelle les atomistes de l'Antiquité. Démocrite au 5e siècle avant notre ère, Épicure au 3e siècle, toujours avant Jésus-Christ, enfin Lucrèce, disciple d'Épicure et qui écrit son grand poème le De Natura Rerum, de la nature, pour rendre hommage à son maître, Épicure, et pour faire connaître sa pensée. Donc les atomistes, Lucrèce vit au 1er siècle avant Jésus-Christ, les atomistes Démocrite, alors antérieurement à Démocrite, mais on ne sait quasiment rien de lui, Leucippe, Démocrite, Épicure, Lucrèce, défendent l'idée selon laquelle l'univers dans sa totalité, dans son entièreté, n'est constitué que de deux réalités, à savoir des atomes et du vide. Des atomes en mouvement dans le vide. Il y a des grandes différences entre Descartes et ces penseurs atomistes de l'Antiquité. La première en particulier, c'est que la matière cartésienne est de la géométrie et par conséquent, elle est, comme toute entité, comme tout objet géométrique, divisible à l'infini. La division de la matière ne peut rencontrer chez Descartes aucun obstacle, aucun terme devant lequel on se trouverait devant des choses indivisibles, des réalités insécables, comme c'est le cas chez les atomistes, puisque c'est ce que veut dire le mot atome. Atome, c'est ce qu'on ne peut pas couper. Le A est privatif. Vous reconnaissez une racine tomé, qui en grec signifie coupure, et qu'on va retrouver dans tous les termes chirurgicaux qui désignent des coupures ou des sectionnements. Appendicectomie, trachéotomie, lobotomie, vasectomie, toujours ce sont des opérations qui consistent à couper. L'atome, c'est ce qu'on ne peut pas couper. L'atome des atomistes est une réalité matérielle insécable, indivisible, tandis que la matière de Descartes, elle est divisible à l'infini. Il y a une autre différence, c'est que ces atomes, pour les atomistes, se meuvent dans un vide infini. Ils s'associent, ils s'agrègent, ils s'assemblent, puis ils se dispersent, ils se séparent, etc., et ainsi de suite à l'infini, dans un vide infini. Descartes ne croit pas que l'univers puisse comporter aucun vide. Il est entièrement peuplé de matière, et d'ailleurs, cela va exactement, de façon parfaitement cohérente, avec la divisibilité à l'infini de la matière, parce que vous ne pouvez combler les interstices entre des particules matérielles par d'autres particules matérielles qu'à condition, pour que ne se créent pas de petits vides intercalaires, qu'à condition de supposer qu'on peut diviser, que la matière peut être divisée en des parties aussi petites qu'on
peut le concevoir. Non pas qu'on peut l'imaginer, parce qu'au-delà d'une certaine petitesse, vous n'imaginez plus rien du tout, vous ne vous formez plus aucune représentation ni image d'une particule élémentaire, mais aussi loin qu'on peut concevoir. Or, il n'y a aucun moyen de concevoir rationnellement un terme à la division d'une étendue qui n'est strictement que géométrique. Donc, Descartes ressuscite d'une certaine façon en physique la thèse des atomistes, et la plus grande différence qui existe entre Descartes et ces philosophes atomistes typiquement réductionnistes de l'Antiquité, c'est que eux sont beaucoup plus réductionnistes que Descartes, en ce sens que l'âme, l'esprit, la vie, l'humain, rien de tout cela n'échappe à la tentative de compréhension de la réalité par des mouvements d'atomes dans le vide. Je vous invite à lire les textes. Vous pouvez lire, alors on n'a quasiment plus rien de Démocrite que des fragments très isolés ou des témoignages d'auteurs postérieurs qui ont parlé de Démocrite. D'Épicure, on a un petit peu plus, on a quelques textes. Son œuvre était, paraît-il, immense, et donc ce qui nous en reste, ce sont des textes d'étendue extrêmement modeste. Il reste que ce sont des textes qui ont un certain caractère de totalité, de complétude. Donc vous pouvez lire, par exemple, les lettres d'Épicure, la lettre à Hérodote, la lettre à Pythoclès, la lettre à Ménécée, et vous pouvez lire quelques fragments, nous conservons quelques fragments, quelques formules isolées d'Épicure, mais surtout nous avons le grand poème de Lucrèce, de la nature, que chacun peut lire et où vous découvrirez ce qui est peut-être l'essence même de la méthode réductionniste, ou plutôt, parce que chez Lucrèce, il ne s'agit pas vraiment d'une méthode, mais d'un principe d'explication fondé dans la condition métaphysique que l'univers est fait d'atomes et de vide. Vous verrez ce que signifie une explication de type réductionniste, mais pas une explication tout à fait complètement cartésienne, puisque chez Descartes, la portée du réductionnisme est limitée. Donc, nous voilà devant un grief maintenant bien défini, bien caractérisé. Nous savons ce que l'on entend dans la condamnation du cartésianisme quand on évoque l'idée de réductionnisme. Alors, un biologiste, Richard Dawkins, ça s'écrit D-A-W-K-I-N-S, D-A-W-K-I-N-S, Richard Dawkins. Je vais donner la citation et puis je parlerai un tout petit peu du personnage et ensuite je commenterai cette citation. Dawkins écrit ceci, ouvrez les guillemets, « Réductionnisme est devenu un vilain mot et une sorte de directive plus holiste que moi, tu meurs, est devenue à la mode. » Je répète, réductionnisme est devenu un vilain mot et une sorte de directive plus holiste que moi, tu meurs, est devenue à la mode. Fermez les guillemets, fin de citation. Vous écrivez holiste, H-O-L-I-S-T-E. Alors, j'expliquerai juste un peu plus loin ce que signifie cet adjectif holiste. Quelques mots sur Richard Dawkins, biologiste, paléontologiste, spécialiste de la théorie de l'évolution, qui a beaucoup fait dans sa vie pour diffuser cette théorie, pour la faire connaître. Il y a de nombreux livres publiés, très accessibles souvent, très intéressants, que je vous invite à consulter. Donc, Richard Dawkins, par exemple, Le fleuve de la vie, sous-titré « Qu'est-ce que l'évolution ?» mais je crois qu'on a publié ça en inversant le titre et le sous-titre, peu importe, vous trouverez ça facilement. Le fleuve de la vie, qui est une exposition de la théorie darwinienne, d'un point de vue assez original d'ailleurs, mais très puissant, que je vous laisse découvrir en lisant les textes de Dawkins. Par ailleurs, Dawkins est un très grand militant de l'athéisme philosophique. Les athées ne sont pas très militants. Tant que les croyants les plus virulents leur fichent la paix, ils ne s'occupent guère de faire de la propagande ou du prosélytisme pour leur façon de voir les choses. Peut-être pas suffisamment d'ailleurs. Bon, il existe bien des associations, des ligues, il existe bien une association de la libre pensée, mais enfin, il faut bien reconnaître que son action est assez marginale, tandis que les groupes religieux, eux, sont extrêmement actifs
et extrêmement, on va dire, interventionniste dans l'espace public, ce qui est parfaitement leur droit. D'ailleurs, je ne conteste à personne et à aucun groupe religieux le droit de faire publiquement de la propagande pour sa foi, pour son dogme, pour sa doctrine, pour ses croyances, peu importe. Donc ça, je ne conteste pas du tout ça, mais c'est un fait que les athées, eux, ne font pas du tout preuve de la même virulence. Alors Dawkins fait un peu exception parce que Dawkins a vraiment voué une grande partie de son existence théorique à la défense et illustration de l'athéisme. Vous pouvez lire un livre qui pourrait être un petit manuel d'athéisme assez bien fait et qui s'appelle « Pour en finir avec Dieu ». Voilà, ça a été publié, je crois, chez Pluriel. Enfin, c'était très facile à trouver, c'est en format poche, « Pour en finir avec Dieu ». Alors, ici, Dawkins s'intéresse donc au réductionnisme et note que le terme de réductionnisme, comme je l'avais dit au début, est affecté d'une valeur très nettement péjorative. C'est un vilain mot et que pour combattre cette propension que certains jugent excessive de la science actuelle au réductionnisme, on brandit la directive, le mot d'ordre, plus holiste que moi, tu meurs. Plus holiste que moi, tu meurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être holiste? Alors, holiste, holisme sont des termes qui sont en opposition directe. En effet, là, vous avez affaire à deux contraires avec le réductionnisme. L'adjectif holiste, on dit aussi quelquefois holistique pour caractériser un type d'approche, une méthode, une attitude. Holiste ou holistique, ça vient d'un mot grec, de holon, qui veut dire le tout. Et donc, une démarche holistique est une démarche qui envisage les réalités du monde à partir du point de vue du tout, de la totalité que constituent ces réalités. Ça veut dire que, prenons un exemple, les mouvements d'une foule. Les mouvements d'une foule peuvent être analysés d'un point de vue réductionniste ou d'un point de vue holistique. D'un point de vue réductionniste, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, par exemple, c'est produit à proximité de la foule, voire dans la foule, une explosion. Une explosion. Bon, ça peut être qu'un pétard, mais ça peut aussi être un attentat terroriste. Une explosion s'est produite. Que se passe-t-il? En général, nous savons tous individuellement qu'une explosion est un phénomène dangereux. Nous savons aussi d'expérience que là où s'est produit une explosion, peut s'en produire une autre. Alors, comme chacun individuellement craint le phénomène explosion, comme individuellement, chacun sait les dangers inhérents au fait de se trouver à proximité d'explosion, eh bien chacun individuellement va faire le choix de s'éloigner du lieu de l'explosion. Chacun a entendu l'explosion, l'a donc situé dans l'espace, et chacun va entamer un mouvement dans la direction opposée à celle d'où vient le bruit de l'explosion. Là, vous avez affaire à une explication qu'on peut dire réductionniste, dans la mesure où le comportement massif de la foule qui va se déplacer d'un endroit à l'autre, ce comportement massif est expliqué par le comportement individuel de chacun des constituants de la foule. Ça, c'est une explication qui s'apparente à une façon réductionniste de comprendre les choses. Mais vous pouvez aussi vous demander s'il n'y aurait pas dans les mouvements des foules des phénomènes obéissant à certaines lois qui caractérisent non pas le comportement des individus constituant les foules, mais des lois caractérisant le comportement de la foule prise comme un tout, holon, comme une globalité. Vous avez, par exemple, sûrement vu, au moins au cinéma, vous avez vu la façon dont évoluent dans l'espace certains bancs de poissons. On voit des bancs de poissons et tout d'un coup, on voit ces bancs effectuer un mouvement de retour, un changement de direction, une volte-face, d'une façon parfaitement surprenante en ce que tous les poissons semblent se mouvoir comme un seul homme, comme on dit, d'un seul coup, de façon différente. Vous avez observé ça aussi peut-être dans la région, cela se constate assez souvent, notamment à l'automne ou en hiver, les vols des tourneaux. Les vols des tourneaux se comportent de cette façon. Ils dessinent dans l'espace des formes extrêmement spectaculaires, très belles quelquefois, et surtout, ils donnent l'impression que le groupe, que le vol
se déplace d'un seul mouvement qui ne résulterait pas des initiatives particulières, individuelles des oiseaux, mais qui obéirait à des principes attachés au vol lui-même, comme ensemble. Les physiciens et les mathématiciens étudient d'ailleurs ces phénomènes, les bancs de poissons, les vols d'oiseaux, de façon très, très approfondie, et sont arrivés à la conclusion qu'en effet, il y a dans ces phénomènes naturels des lois qui ne sont sûrement pas réductibles au comportement de chacun des individus. Et donc, il est bien certain que les propriétés holistiques, c'est-à-dire des propriétés n'ayant de sens qu'au niveau du tout, des propriétés holistiques doivent être prises en compte dans l'explication d'un grand nombre de phénomènes qu'on serait tenté et qu'il est légitime d'étudier d'un point de vue réductionniste jusqu'à un certain point. Il est bien certain, par exemple, que les phénomènes organiques qui se produisent dans le cerveau, qui sont des phénomènes physico-chimiques, il y a de l'électricité, il y a des réactions chimiques dans le cerveau, constituent un niveau où peut s'enraciner une explication réductionniste. Et l'explication réductionniste, nous en connaissons la puissance, nous en connaissons la force dans une multitude de cas. Par exemple, dans l'explication de certaines pathologies psychiques qu'on va soigner efficacement à l'aide de substances chimiques, par exemple, qui révèlent leur puissance dans le traitement de certaines pathologies psychiques et qui vont permettre, en agissant au niveau de la constitution chimique des cellules nerveuses du cerveau, des neurones, qui vont permettre d'obtenir certains effets psychiques. À quoi, vous savez bien, je pense que la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie opposent une objection de fond qui consiste à dire que certainement l'action d'une substance chimique au niveau des neurones ou des neurotransmetteurs, au niveau des synapses, qu'une substance chimique peut avoir des effets psychiques, mais qu'on ne saurait se dispenser néanmoins, et c'est très certainement vrai, on ne saurait se dispenser de prendre en compte cette totalité que constitue non pas seulement du tout le cerveau lui-même d'ailleurs, mais l'individu porteur, on n'ose pas dire propriétaire, de ce cerveau, avec non seulement la totalité de ce qu'il est, corps et esprit, mais son histoire aussi, son environnement social, son environnement affectif, etc. Approche typiquement holistique qui est évidemment défendue contre le réductionnisme des neurosciences aujourd'hui par les sciences humaines, la psychologie, la psychanalyse et par exemple aussi bien sûr la sociologie et d'autres approches globalisantes de l'esprit humain. Il reste que la démarche réductionniste a fait parfaitement la preuve de son efficacité, notamment dans le traitement de pathologies psychiques comme l'autisme. La génétique, par exemple, est en train de nous en apprendre sur l'autisme beaucoup plus que ne nous en a jamais appris, par exemple, la psychanalyse, qui se trouve, il faut bien le dire, dans ce domaine, aujourd'hui complètement dans les choux. La psychanalyse a révélé, pour ce qui concerne l'autisme, une inefficacité quasiment totale, quand les neurosciences aidées de la génétique nous ont permis récemment quand même d'effectuer certains progrès significatifs. Et très certainement, alors là, je serai très prudent. Je suis prudent non pas parce que je ne serai pas tout à fait assuré de ce que je dis, mais parce que même si j'en suis assuré aujourd'hui, l'atmosphère est tellement électrique sur ces questions-là que je préfère ne pas m'exposer à prendre des coups, mais j'en dirais autant, par exemple, sur certains phénomènes relatifs à la sexualité humaine, ou l'approche réductionniste, par exemple hormonale, je ne dis pas génétique, parce que génétique, on en sait encore beaucoup trop peu, mais des phénomènes dans lesquels l'approche hormonale a révélé sa puissance d'explication, là où, par exemple, là encore, la psychanalyse s'était révélée, je pense, au moins
au moins très insuffisante. Mais enfin, on pourrait ici discuter. Donc, ce que montre Dawkins dans les textes qu'il a consacrés à ce sujet, c'est que eh bien, le réductionnisme n'est pas le péché de la science, et par conséquent, ce n'est pas le péché de Descartes, c'est l'esprit, en effet, de la physique cartésienne, qui est passé dans l'esprit de la science. La science aujourd'hui est réductionniste, elle n'est pas que réductionniste parce que l'approche holistique est évidemment extraordinairement importante dans l'étude de réalité, par exemple comme la cellule ou comme le cerveau. On n'étudie pas la cellule, on n'étudie pas le cerveau aujourd'hui en se situant à un point de vue exclusivement réductionniste. C'est pour ça d'ailleurs que les sciences biologiques ont aujourd'hui un besoin de plus en plus urgent de la contribution des mathématiciens, parce qu'il n'y a que les mathématiciens pour nous offrir des instruments capables de gérer la complexité de totalité organisée aussi intégrée, aussi composée qu'une cellule vivante ou a fortiori un cerveau. Donc, je pense que nous pouvons et que nous devons faire crédit au réductionnisme de ses mérites, et surtout, nous devons au moins être capables de reconnaître que le réductionnisme n'est pas nécessairement réducteur. Les détracteurs de la position réductionniste devraient d'abord reconnaître les succès qu'on lui doit en sciences et par conséquent dans toutes les techniques, notamment les thérapies médicales découlant de ces sciences, mais ils devraient aussi veiller à ne pas tomber dans certaines contradictions. Parce que on entend beaucoup dire ceci, les sciences biologiques aujourd'hui, les sciences du vivant, et plus encore, les biotechnologies, les techniques qui ont été rendues possibles par cette biologie réductionniste, la biologie moléculaire. La biologie moléculaire est typiquement engagée dans une démarche réductionniste. Alors on n'arrête pas de nous dire aujourd'hui, tout ça est très dangereux. Et en effet, je suis tout à fait certain que toutes les techniques biologiques et médicales fondées dans l'approche réductionniste comportent des dangers. Ça, c'est très certain. Mais on nous dit en même temps, ah, vous savez, de toute façon, cette science réductionniste, elle ne peut que taper à côté. Elle ne peut pas vraiment savoir ce que c'est que la vie. Elle est réductrice. Alors certes, elle nous parle de cellules, elle nous parle de chromosomes, de gènes, elle nous parle d'acides, désoxyribonucléiques, de duplication de l'ADN, elle nous parle d'ATN, d'ARN messager. Ça, c'est de la démarche réductionniste, mais ça ne nous dira jamais ce qu'est vraiment la vie. Le pape, aujourd'hui, continue de vous parler de mystère de la vie. Il y a un mystère de la vie. Et attention à ce que veut dire mystère. Le mystère, ce n'est pas l'énigme, c'est-à-dire ce qu'on peut déchiffrer, ce qu'on peut démonter comme un mécanisme pour aller chercher la clé. Non, un mystère, c'est ce qui est par nature, c'est ce qui est par essence incompréhensible, ce qui échappe par essence à la puissance de la raison humaine. Donc, on nous dit qu'il y a un mystère de la vie. Et l'essence de la vie est inaccessible à la démarche réductionniste. Alors là, je dis, il faut choisir. On ne peut pas vraiment dire que la démarche réductionniste nous fait courir de très grands risques, fait courir aux vivants de grands risques, nous fait courir à nous qui sommes des vivants de grands risques, et en même temps affirmer que de toute façon, la démarche réductionniste manque l'essentiel. Si la démarche réductionniste ne concerne que la surface des choses, nous n'avons pas à nous inquiéter fondamentalement. Et nous avons encore moins à nous inquiéter fondamentalement en tant que nous sommes doués d'esprit, s'il est a priori vain d'espérer que la démarche réductionniste puisse permettre un jour de comprendre quoi que ce soit à la nature, à l'essence de l'esprit. Et donc, il me semble là qu'il faudrait être un petit peu cohérent. Moi, je pense que la démarche réductionniste ne peut pas suffire méthodologiquement pour appréhender les phénomènes vivants. Mais je pense que l'intuition de base de la démarche réductionniste, à savoir que la vie, ça n'est rien d'autre que de l'organisation
de la matière physique et chimique, je pense que cette intuition de base a de fortes chances d'être vraie et que si elle est vraie, alors la démarche réductionniste est justifiée et qu'elle risque bien de nous conduire jusqu'au fond des choses. Ce qui ne veut pas dire nous permettre de tout comprendre, parce que le tout est d'une complexité telle qu'il pourrait bien échapper à nos capacités, je dirais, de maîtrise globale. C'est pourquoi, je répète, nous avons besoin des mathématiciens et aussi de cet outil technique qu'est l'informatique pour maîtriser tous ces phénomènes. Mais je pense que nous devrions être alors à la fois vigilants contre vis-à-vis des dangers, des menaces que fait peser sur la façon dont nous gérons ce phénomène qu'est la vie, y compris notre propre vie humaine. Les menaces que fait peser, en effet, c'est certain, l'efficacité de la science biologique, des sciences biologiques réductionnistes. En même temps, nous devrions aussi être sensibles à ce que j'appellerais la valeur spirituelle du réductionnisme. Il y a une valeur spirituelle. Ça paraît assez paradoxal de le dire. En général, on ne tient pas la démarche réductionniste pour une attitude vraiment compatible avec les exigences de l'esprit, parce qu'on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? On dit ceci, si vous ramenez, par exemple, la beauté de l'arc-en-ciel, lisez l'explication de l'arc-en-ciel chez Descartes dans ce traité des météores, pour lequel le discours de la méthode avait été écrit afin de servir de préface. Eh bien, si vous réduisez l'arc-en-ciel à des jeux de circulation de la lumière dans des gouttes d'eau, vous détruisez l'arc-en-ciel, vous détruisez la beauté de l'arc-en-ciel, et finalement, il n'y a plus d'arc-en-ciel, et le réductionnisme mérite bien l'accusation d'être réducteur. Et là, je dis non, le fait de savoir, parce qu'on a lu Descartes, que l'arc-en-ciel se ramène à des phénomènes de circulation de la lumière et de diffraction de la lumière dans des gouttes d'eau, le fait de savoir cela ne retire rien, en tout cas, moi, ne m'a jamais privé en rien de la beauté du spectacle de l'arc-en-ciel. Les arcs-en-ciel sont des spectacles qui m'ont souvent été donnés de contempler dans la nature, parce que je suis souvent dans la nature, pour y pratiquer des activités qui sont les miennes, et je vous avoue que je n'ai jamais eu l'impression que la lecture de Descartes ou que les connaissances de la physique newtonienne de la lumière m'aient jamais, si peu que ce soit, gâché le plaisir de ces magnifiques arcs-en-ciel qu'il est arrivé de voir, quelques-uns exceptionnels, ne serait-ce que parce qu'ils étaient par exemple doubles en montagne ou ailleurs. Et donc, je crois que il n'y a pas lieu d'accuser la démarche réductionniste de nous priver de ce qui est soumis à cette démarche, et ce n'est pas parce que, par exemple, en tenant dans vos bras un être cher, ou en lui faisant l'amour, ce n'est pas parce que vous avez conscience de n'avoir entre les bras que un très gros paquet d'atomes organisés de façon très complexe que vous allez trouver la chose moins plaisante. Et donc le réductionnisme, non, n'est pas réducteur. Et il l'est, quand il est réducteur, légitimement, lorsqu'il s'agit de dégonfler certaines illusions, certaines superstitions, par exemple les monstres sur le mur de la chambre de l'enfant. La démarche réductionniste n'a pas seulement un intérêt d'efficacité scientifique, elle a aussi une valeur spirituelle désinflationniste. Désinflationniste, c'est-à-dire qu'il s'agit dans la démarche réductionniste de dégonfler certaines illusions, de dégonfler certaines superstitions en particulier. La superstition qui consiste, par exemple, à attacher la valeur de présage à un phénomène naturel. Vous voyez une comète et vous croyez que cette comète vous annonce des malheurs. Mais une comète, qu'est-ce que c'est? C'est un gros paquet de glace en général, assez dégueulasse, qui ressemble un peu à ce que sont les névés, vous savez, à la fin de l'été, à proximité des murailles ou des éboulis en montagne, qui sont de la neige mêlée à de la terre. Tout ça est assez moche. Mais une comète, c'est ça, et c'est cette masse de glace excitée physiquement par le rayonnement solaire
qui fait projeter de la lumière et qui dessine cette longue queue à laquelle vous attribuez des vertus effrayantes de présage de grands malheurs, quand il ne s'agit que d'un petit phénomène physique. Et il en va de même pour tellement de phénomènes physiques auxquels nous avons attribué la valeur annonciatrice de malheur ou au contraire de présages heureux. Donc, l'idée qu'au fond, ça n'était donc que ça n'était rien de plus que ça, c'est une idée libératrice. Et je voudrais terminer ici en lisant un passage d'Alain qui se trouve dans le propos du 22 juillet 1913. Ça se trouve dans le volume intitulé « Propos sur des philosophes », publié par les Presses universitaires de France en 2005. Propos du 22 juillet 1913. Alain écrivait ceci. « Lucrèce louait son maître Épicure pour avoir apporté aux hommes cette idée libératrice qu'il n'y a point de volonté cachée dans la tempête et le tonnerre, et qu'il n'y a pas plus de mystère dans une éclipse que dans mon ombre par terre. Idée nette, virile. » Bon, alors je m'abstiens de commenter cet adjectif viril qui pourrait déplaire à certains ou à certaines, et qui veut dire ici simplement idée forte, idée puissante. Donc je reprends la citation. Il n'y a pas plus de mystère dans une éclipse que dans mon ombre par terre. Idée nette, virile, bienfaisante, du mécanisme des phénomènes, car tous les dieux sont souillés de sang humain. C'était donc une grande idée, la plus grande et la plus féconde peut-être que celle des atomes dansants, petits corps sans pensée aucune, n'ayant que dureté et forme, les uns ronds, les autres crochus, formant par leur mécanique tous ces spectacles autour de nous, et nos corps mêmes, jusqu'à nos passions, jusqu'au phénomène psychique, comme chez les atomistes de l'Antiquité, dans une aspiration réductionniste intégrale, radicale, que ne reprendra pas, je l'avais dit, Descartes. Alain ajoute dans un propos du 3 novembre 1932 cette remarque, bref, en nettoyant l'image du monde, l'homme s'est nettoyé lui-même de barbarie. En nettoyant l'image du monde, l'homme s'est nettoyé lui-même de barbarie. Eh bien, il y a une pensée là intéressante avec ce mot barbarie, parce que certains ont vu dans le réductionnisme la barbarie elle-même. Vous pouvez lire ce livre de Michel Henry, ça c'est très intéressant. Michel Henry, H-E-N-R-Y, est un penseur français qui est inspiré de la phénoménologie de Husserl, de Heidegger. Et Michel Henry a écrit un livre très intéressant qui s'appelle La barbarie, et qui est entièrement un réquisitoire contre le réductionnisme scientifique. Pas contre la science nécessairement, mais contre la démarche réductionniste en science. Eh bien, Alain vous dit, le réductionnisme, c'est le remède à la barbarie. Michel Henry vous dit, le réductionnisme, c'est la barbarie. Il faut lire les deux, et il faut non pas trouver, si vous voulez, un juste milieu, ce qui n'aurait pas grand sens, mais à comprendre les significations respectives de l'une et de l'autre approche. Il est certain que le réductionnisme, la démarche réductionniste est porteuse de risques, de périls. Il est certain aussi qu'elle est d'une part scientifiquement, donc techniquement, très pertinente et particulièrement efficace dans des domaines où nous ne voudrions certainement pas renoncer à l'efficacité, comme le domaine médical. Et il est vrai aussi que la démarche réductionniste est libératrice sur le plan, je dirais, spirituel. Voilà. J'en ai terminé avec cette présentation et cette défense du réductionnisme, et je reviendrai plus précisément au rôle qu'on peut assigner à Descartes dans cette histoire de maîtrise et de possession de la nature. Je vous remercie, à la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.